Magazine Pluriel. Étienne Nabédou. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce journal. En voici le sommaire. Serge Ekoué, le nouveau patron de la BOAD, a pris fonction hier. Cet expert reconnu des marchés financiers des capitaux a pour principale mission de finaliser le plan stratégique 2021-2025 et de superviser les stratégies de mobilisation des ressources financières de la banque. Serge Ekoué succède à Christian Ado-Veland après une cérémonie de passation de service. Corruption et blanchiment d'argent au Togo. Les patrons de presse formés sur les mécanismes de lutte contre la corruption. La rencontre est une initiative de l'association Média Togo contre la corruption et le blanchiment avec le soutien de l'OTIR veut édifier les médias sur le traitement des sujets liés à la corruption et aux infractions assimilées. Mali, la CEDEAO insiste sur le retour des civils au pouvoir pour la transition, ce qui n'est pas du goût de la junte qui envisage une transition de 3 ans et un militaire pour la diriger. Le temps reste donc ferme du côté des dirigeants ouest-africains qui maintiennent les sanctions. Togo, de nouvelles réformes opérées au niveau du permis de construire. Première réforme déterminante, la réduction drastique des frais d'établissement du plan parcellaire. Le permis de construire, un acte administratif pris par l'autorité municipale. Nous allons parler tout à l'heure avec notre invité, M. Diamé Tchaki Bassimzoué, directeur adjoint des services techniques du district autonome du Grand Lomé. Et puis, à suivre aussi les échos du palais, les sports et la revue de presse. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonjour. Serge Ekoué, le nouveau président de la Banque ouest-africaine de développement, a pris fonction hier au terme d'une cérémonie de passation de services qui s'est déroulée en présence de Sani Yaya, le ministre togolais de l'économie et des finances, en sa qualité de président du Conseil des ministres des Finances de l'UEMOA. Christian Ado-Veland cède ainsi sa place après 42 années de service à la BOAD, dont près de 10 à la tête de la Banque de développement. Nommé le 18 août dernier, Serge Ekoué est un gourou des marchés internationaux de capitaux. Ses principales missions, finaliser le plan stratégique 2021-2025 et superviser les stratégies de mobilisation des ressources financières de la banque. Monsieur le Président Ado-Veland, c'est un honneur de me retrouver à cette tribune afin de vous succéder à la présidence de la Banque ouest-africaine de développement. À vos côtés, je vous ai vu gérer notre grande institution avec talent, diplomatie et abnégation. Les nombreux dossiers à traiter, les difficiles arbitrages à rendre, les décisions complexes à prendre. Ma nomination est l'expression de la confiance des chefs d'État. Cette confiance m'oblige à leur égard et à celui des 8 pays dont ils ont la charge. Elle m'oblige à l'égard du Conseil des ministres de l'UEMOA. Elle m'oblige également à l'égard du Conseil d'administration et des administrateurs de la BOAD. Elle m'oblige enfin à l'égard de tout le personnel de notre institution communautaire, dont je sais la grande compétence et le dévouement à l'alma mater. Oui, je serai le premier responsable de l'institution, mais également son premier serviteur, son soldat du développement. Ici, notre œuvre sera collective. En cela, je sais pouvoir m'appuyer sur tout le personnel de la banque, que je veux moins comme agent que comme banquier à l'expertise éprouvée, dont le métier est de faire crédit. Une grande détermination à faire de ce mandat un succès qui débutera par la présentation dans les prochaines semaines à nos différentes instances de gouvernance du prochain plan stratégique 2021-2025. Le ministre togolais de l'économie et des finances, président du Conseil des ministres des finances de l'UEMOA, Sani Yaya, dans son intervention, a exprimé sa gratitude au nouvel entrant et à son prédécesseur avant d'évoquer les défis et chantiers du nouveau président. Monsieur Christian Ado-Veland, au cours des 9 dernières années d'activité, sous votre mandature, la banque a réalisé plus de 2/3 de ses engagements depuis sa création. Le nombre d'opérations financées a considérablement augmenté en passant d'une moyenne annuelle de 21 opérations avant 2011 à plus de 53 opérations en moyenne par an,
entre 2011 et 2019. Monsieur le Président Ekoué, bienvenue à la BOAD. Bienvenue au Togo, terre d'accueil et d'hospitalité légendaire. Toutes nos félicitations pour votre nomination à la tête de notre institution communautaire. Face aux mutations profondes de l'environnement économique et financier, entraînant des besoins croissants de la part des États membres, confrontés entre autres aux effets néfastes de la crise sanitaire, les interventions de la BOAD sont attendues de tous nos pays. Vos interventions à nos côtés sont attendues pour le développement des infrastructures, pour la disponibilité d'une énergie électrique à moindre coût, pour apporter les réponses appropriées aux effets néfastes des changements climatiques, pour la modernisation de l'agriculture, le financement du secteur privé et la création d'emplois pour les jeunes. Tous ces enjeux seront pris en compte, je n'en doute pas, dans le nouveau plan stratégique 2021-2025. Au nombre de ces missions, la BOAD finance les projets publics et privés des pays de l'UEMOA afin de réaliser l'intégration économique de l'espace ouest-africain. La presse togolaise va en guerre contre la corruption et le blanchiment d'argent au Togo. Un séminaire de formation de 2 jours s'est ouvert hier à Palimé à l'intention des patrons de presse sur les mécanismes de lutte contre la corruption. La rencontre est organisée par l'Association des médias togolais contre la corruption et le blanchiment, METECOB, avec l'appui de l'Office togolais des recettes OTIR. Principal objectif, aiguiser les médias sur le traitement des sujets liés à la corruption et aux infractions assimilées. Liantine Atogima. La contribution de la presse passe d'abord par une parfaite connaissance des différents types d'infractions de corruption. C'est ce qui permet de valoriser le contenu des articles et de tout autre produit médiatique ayant trait à la lutte contre la corruption. Michel Tchamdja, président de l'Association Médias Togolais contre la corruption et le blanchiment, METECOB. Nous avons plusieurs thématiques, entre autres l'information au renseignement, des méthodes d'investigation, et puis les rôles des mécanismes publics pour juguler le phénomène de la corruption. Nous osons croire qu'à la fin de ces séminaires, ils seront bien outillés pour pouvoir mener correctement leur travail sur le terrain. Parce que nous avons fait le constat que, d'une manière générale, les médias abordent le phénomène de corruption. Certains s'en sortent plus ou moins bien, mais d'autres pas du tout. Et c'est avec ces formations-là que nous pourrions progressivement outiller réellement nos confrères pour qu'ils puissent bien travailler sur le terrain. Et l'une des missions de METECOB aussi, c'est la sensibilisation. Et pour sensibiliser, il faut bien comprendre et connaître le phénomène. Ce projet de METECOB répond à la politique de l'Office togolais des recettes OTR dans la lutte contre la corruption. Kouaou Essien, commissaire des douanes et droits indirects à l'OTR. La corruption, pour nous, est l'une des fraudes contre laquelle luttent la douane et les impôts. Si l'OTR trouve une structure qui a pour objectif la lutte contre la corruption, c'est avec intérêt et grand plaisir que l'Office soutient cette structure dans toutes ses démarches. Il est logique qu'on se préoccupe de leur formation pour qu'ils fournissent des articles qui puissent permettre la réussite de cette lutte-là. Cette rencontre est une formation des formateurs qui s'étendra à toute la corporation des journalistes et à d'autres couches sociales pour la fin de ce fléau au Togo. Selon un rapport d'une étude sur la perception et le coût de la corruption au Togo, environ 10 milliards d'euros sont versés chaque année au Togo par des particuliers et des entreprises sous forme de pots de vin. Ce rapport a été présenté aux hommes des médias par la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Plusia au cours d'un point de presse. Il s'agit pour l'institution de restituer le contexte exact et l'objet réel de l'atelier du 6 août dernier. Wiao Esso Hanam, président de Aplusia. Après notre atelier du 6 août dernier, nous avons constaté que bon nombre d'entre vous n'ont pas bien saisi l'objet de cet atelier. Comme vous pouvez le constater vous-même, ni l'étude ni l'atelier du 6 août 2020
n'était destiné à épingler certaines personnalités du pays. Nous déplorons le mauvais relais médiatique qui en a été fait. Nous présentons donc toutes nos excuses aux personnalités qui ont été affectées par le mauvais relais médiatique qui a été fait de notre atelier. L'atelier de Palimé est la première activité de l'association Métocob. Il entend faire progresser le niveau des professionnels des médias en matière de traitement des informations sur la corruption, le blanchiment d'argent, les fraudes de tout genre, en vue de mieux informer les populations. 17e point de presse du comité de riposte au Covid-19 dans la COSA hier au Palais des Congrès de Kara. Cette rencontre a été l'occasion pour le secrétaire général du comité, Dr Alpha Abdelkader, de présenter le rapport technique à cette structure en charge de la lutte contre la pandémie. Un rapport qui fait état d'un relâchement général du respect des mesures barrières par la population. Cette situation interpelle le comité local à la poursuite de la sensibilisation dans les différentes communautés avec l'appui de la force anti-Covid. Dr Alpha Abdelkader, secrétaire général du comité de poursuite de riposte au Covid-19 dans la COSA. Au niveau de la COSA, c'est des cas symptomatiques et il n'y a pas trop à s'inquiéter. Maintenant, c'est de renforcer la sensibilisation sur le respect des mesures barrières. Surtout en cette période d'enterrement, il y a aussi question de voir comment réglementer un peu l'organisation des mariages dans les différentes communes pour éviter vraiment les attroupements parce que c'est ça notre premier objectif. Alors, dans la région, nous sommes à 153 cas. Nous avions 114 qui sont guéris. Globalement, il y a 38 encore qui sont sur les sites de prise en charge. Concernant la sensibilisation dans les villes de Sokodé, Tchamba, Djengré et de Sotobois, le comité demande à la population de limiter les mouvements non essentiels. Quelles difficultés pour les transporteurs routiers sur cet axe? Badia Batia, secrétaire général du SINACIT, membre du comité local de lutte contre la pandémie du coronavirus dans la COSA. Actuellement, nous circulons librement. Mais pour commencer, les chauffeurs avaient peur que c'était comme avant. Maintenant, tu n'as pas besoin de prendre laisser-passer. Mais arrivé à l'entrée de Sokodé, ceux qui sont là-bas pour le contrôle vont vous demander les pièces du véhicule et à la sortie, on vous remet vos pièces pour partir. Sur les réseaux sociaux, les gens sont en train d'écrire qu'avec le bouclage de Sokodé et Sotobois, les chauffeurs n'ont qu'à essayer de faire grève. Moi, je suis très sûr et j'ai fait la voix pour voir. Il n'y a rien comme problème. Si quelqu'un trouve qu'il y a un problème quelque part, n'a qu'à nous signaler. On le voit, le virus circule dans le pays. Son évolution ces dernières semaines fait craindre le pire et il est une nécessité absolue de déployer plus d'efforts pour stopper sa propagation. La pandémie du Covid-19 continue de mettre à genoux tous les secteurs socio-économiques. Les secteurs les plus touchés restent ceux en lien avec la croissance économique. Au Togo, pour atténuer les effets néfastes de la pandémie du coronavirus, la Caisse nationale de sécurité sociale s'est engagée aux côtés du gouvernement pour prendre des mesures spéciales en faveur des opérateurs économiques enregistrés dans ces livres. En quoi consistent ces mesures? M. Adjo Dakossi-Sena, expert en fiscalité et gestion d'entreprise. Ces mesures portent une procédure spéciale de remise de majoration de retard. Ces mesures consistent principalement en la suspension du calcul des majorations de retard sur les paiements des cotisations des mois d'avril à juillet 2020. Pour les employeurs, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous, au lieu de payer, c'est-à-dire la date butoir pour déclarer et payer vos cotisations, c'est le 15. Si vous ne déclarez pas tôt, c'est-à-dire avant ce 15, et que vous payez au-delà de 15, on ne vous calcule pas la majoration. C'est-à-dire qu'on ne vous sanctionne pas avec la majoration. Donc, si vous payez par exemple au 20, la caisse vous permet de payer que la cotisation, le principal. Ça, c'est la première mesure. Ça veut dire que vous soyez en règle ou non, lorsque vous devez déclarer, payer votre cotisation sociale le 15, si vous le faites au-delà du 15, vous n'êtes pas pénalisé. Ensuite, il y a la deuxième qui est la remise des majorations de retard. Ça veut dire que vous avez déjà accumulé des majorations de retard, des pénalités de retard, les 5% qu'on a calculés, plus éventuellement les 1% qui sont calculés chaque mois sur ces pénalités-là.
Toutes ces mesures d'atténuation ne sont applicables que si les entreprises s'engagent à payer leurs dettes sociales jusqu'au 31 octobre 2020. Ainsi, selon le type ou la catégorie de l'entreprise, la réduction des majorations de retard va de 100% à 50%. Nous retrouvons M. Adioud. Un employé qui n'a pas payé jusqu'à 2019, 2018, certains n'ont pas payé, vous pouvez demander une remise, à condition de s'engager à payer cette dette-là au plus tard au 31 octobre. Dans le cas de Covid-19, si vous avez par exemple 3, 4, 5 millions d'arriérés à payer, on peut vous accorder cette remise-là à condition de vous engager à payer la totalité de cette dette-là, de cette dette sociale, au plus tard le 31 octobre 2020. Et cette réduction se présente comme suit. Pour le secteur informel, et c'est par secteur. Pour le secteur informel, le taux de remise de majoration est de 100%. Pour les PME et PMI, c'est 75% de leur majoration. Et les grandes entreprises, ils sont à 50%. Les hôtels, les restaurants, débits de boissons, établissements scolaires, établissements hospitaliers et les pharmacies, ils bénéficient également de 100% de cette remise-là. À préciser que la dette sociale n'est pas compressible. La note précise que les employeurs restent devoir l'entièreté des arriérés de cotisation. La Renaissance culturelle, c'est le nom du monument érigé dans les jardins du ministère de la Culture, du Tourisme et des Loisirs. C'est une œuvre de l'artiste Atis Goura qui donne son importance à la culture togolaise. Le monument qui renferme beaucoup de significations a été dévoilé hier à Lomé. Atis Goura, artiste. La culture africaine a connu un bouleversement depuis la venue d'autres croyances religieuses. Quant à la signification du terme de l'œuvre Renaissance africaine, la personnalité négro-africaine doit devenir pour tout Africain un impératif. Nous devons avoir une attitude positive vers les autres cultures, qu'on soit du nord ou du sud. C'est ensemble que nous allons valoriser notre culture. Le dévoilement de ce joyau a eu lieu en présence du ministre de la Culture, du Tourisme et des Loisirs, M. Egbetonio Kosivi, qui ne cache pas sa satisfaction, encourage et apprécie toute initiative. Je crois que l'œuvre ayant été présentée par le philosophe a été approuvée par les spécialistes de l'art. Je mettrai particulièrement l'accent sur l'auteur de l'œuvre, pour signaler que c'est volontairement qu'il est venu dire son intention d'offrir au département de la culture cette œuvre. Il l'a offerte gracieusement parce qu'elle ne saurait avoir de prix. Et à travers l'auteur, je dis merci à tous les acteurs du secteur de la culture. L'artiste Atiso Goa invite à découvrir le 12 septembre prochain un nouveau chef-d'œuvre à l'hôtel particulier. La présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que, conformément à l'article 55 alinéa 3 de la Constitution, la deuxième session ordinaire de l'année s'ouvre le mardi 1er septembre 2020 à 10h au siège de l'Assemblée nationale. Et puis, voici la situation du Covid-19 au Togo. En date d'hier, on rappelle, 24 des 992 personnes testées hier sont positives. Elle porte le nombre total des cas positifs à 1365. Ces personnes dont l'âge est compris entre 16 et 75 ans se répartissent comme suit. 10 cas parmi les contacts, une femme dans la préfecture d'Agoué à Lomé, un homme dans la préfecture du Golfe à Lomé, une femme dans la préfecture de Sotobois, 5 femmes et 2 hommes dans la préfecture de Tchamba. 10 cas parmi les suspects, un homme dans la préfecture d'Agoué, 4 hommes dans la préfecture du Golfe à Lomé, un homme dans la préfecture de Mou, 2 femmes dans la préfecture de Tchamba, un homme et une femme à Sokodé dans la préfecture de Tchaoudjo. 2 cas parmi les voyageurs, 2 femmes dans la préfecture du Golfe à Lomé. 2 cas parmi les dépistés, une femme et un homme dans la préfecture du Golfe à Lomé. 13 guéris ont été enregistrés, portant le nombre total de patients guéris de Covid-19 à 981.
Le nombre de décès, 27, reste inchangé. Le nombre de cas actifs est de 357. Un total de 103 113 tests de laboratoire ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national. Les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont planché hier en visioconférence sur la situation au Mali. Pas question pour eux de valider la feuille de route de la junte qui envisage une transition de 3 ans et un militaire pour la diriger. La CEDEAO demande aux militaires de revoir leur copie. En attendant, les sanctions sont toujours maintenues. Odette Pira. La question de la transition était au centre des discussions de la visioconférence des chefs d'État de la CEDEAO hier. Bon point pour la junte. Après la libération du président renversé, la communauté ouest-africaine prend acte de la démission d'Ibrahim Boubacar Keïta. Mais sur la transition, les chefs d'État de la CEDEAO demandent aux militaires de revoir leur copie. Les militaires qui ont pris le pouvoir à Bamako demandent en effet 2 à 3 ans pour la transition afin de terminer le quinquennat du président renversé. La junte militaire veut diriger cette transition avec un gouvernement composé de civils et de militaires. À la CEDEAO, le ton est ferme. En attendant, les sanctions sont maintenues. Et jusqu'à nouvel ordre, les frontières de la CEDEAO avec le Mali restent fermées. Du coup, les transactions économiques et financières sont toujours bloquées. Mais appliquer les tests, insiste l'institution sous-régionale, ne signifie pas asphyxier le Mali. Ces sanctions pourront être levées progressivement, indique le communiqué final, à condition que les putschistes démontrent leur bonne volonté et s'appliquent à quitter le pouvoir afin de mettre en place une transition civile. La junte sera jugée sur ses actes et il y aura une évaluation de la situation d'ici le 7 septembre, date du prochain sommet des chefs d'État de la CEDEAO à Niamey au Niger. Les militaires n'ont pas donc obtenu gain de cause. Ils souhaitaient pourtant la levée des mesures de la CEDEAO et avaient renouvelé leur demande à plusieurs reprises. La junte doit rendre sa position publique ce samedi. Et nous abordons la deuxième partie de ce journal magazine. Après sa progression de 6 places dans le classement mondial et 3,6 points sur l'indicateur du permis de construire dans le dernier rapport de Doing Business, le Togo a pris de nouvelles dispositions afin d'améliorer davantage ce secteur. Le permis de construire est un acte administratif pris par l'autorité municipale pour permettre à un promoteur d'immeuble ou à un particulier de réaliser son projet. Plusieurs services entrent en jeu dans l'élaboration de ce document. Première réforme déterminante en matière de permis de construire, la réduction drastique des frais d'établissement du plan parcellaire. Quelles sont les réformes opérées au niveau du permis de construire au Togo? Avantages et difficultés dans l'obtention de ce document? Autant de questions adressées à M. Edjam Edjaki et Bassim Soué, directeur adjoint des services techniques du district autonome du Grand Lomé. M. Edjam Edjaki est interrogé par Odette Pire. Monsieur Diamediaki Bassimse, bonjour. Bonjour, Madame Odette. On note des avancées dans l'obtention du permis de construire au Togo. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'un permis de construire? Le permis de construire, pour le dire, c'est une décision administrative qui autorise de façon explicite ou de façon tacite, sur la base des règles d'urbanisme, des constructions nouvelles, la modification des travaux de construction non achevés, la régularisation des travaux de construction entamés de façon délictueuse ou la démolition sans reconstruction d'un ouvrage. Aussi, quiconque désire entreprendre, implanter, modifier ou régulariser ou même démolir sans reconstruire une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondation, doit au préalable obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions d'un article 26
du décret numéro 2020-043, barre du 1er avril 2016. Donc cette exception, c'est quoi? C'est des travaux de faible importance ou qui sont soumises sous la sécurité défense militaire. Alors, dites-nous pourquoi le document est-il important dans le secteur de l'immobilier? Parce que ça rentre dans la construction de la ville. Et la construction de la ville, elle n'est pas faite de façon anarchique. La ville est construite suivant les règles d'urbanisme. Et d'ailleurs, le permis de construire est un acte d'urbanisme. Voyez-vous? Et quand vous prenez une ville, et quand on parle de zone résidentielle, on sait que c'est là où on peut construire des maisons d'habitation. Et quand on parle aussi d'une zone aéroportière, c'est une zone qui est couverte de sécurité aviaire. Peut-être qu'il peut être dangereux pour les constructions, ou même nos constructions puissent être dangereuses pour les aéronefs en phase de décollage ou d'atterrissage. Et quand on parle aussi d'une zone industrielle, c'est également là où on peut mettre les usines qui peuvent exposer la population à un danger et donc des règles particulières aussi de construction. Vous voyez, il faut que le maire maîtrise toutes ces zones-là et il faut qu'en construisant, on respecte les règles d'urbanisme pour que chacun dans son lieu puisse être vraiment en sécurité. Voilà, ça c'est une des raisons. L'autre raison aussi, quand on construit pour être heureux. On ne construit pas pour être exposé à la vie du voisin, par exemple, aux gènes d'un atelier ou quelque chose, par exemple. Donc, quand le maire sait que c'est ici que vous voulez construire, vous devez respecter les normes de la localité. Au-delà de ça, si vous voulez construire une boîte de nuit pour sa fonctionnalité même, vous savez, la boîte de nuit émet du bruit. Il faut qu'on sache, est-ce que les dispositions pour une isolation phonique sont respectées? Et il faut aussi qu'à l'intérieur, en cas de panique, est-ce que les gens peuvent s'évacuer normalement? Pour obtenir un permis de construire, il y a 7 études que les techniciens font et au finish, ils mettent un avis. Et quand l'avis est favorable, le maire prend l'acte, le permis de construire pour vous. Et donc, derrière ce papier, il y a ce lot d'études et puis des pièces à fournir que les techniciens étudient. Quel est le service chargé de délivrer ce permis? Oui, c'est le maire de la collectivité territoriale où on veut réaliser le projet qui prend le permis au profit du demandeur. Mais il faut dire qu'il y a, quand on parle de permis, avant d'en arriver là, il y a la phase d'instruction. Et la phase d'instruction, actuellement, c'est la Direction générale de l'urbanisme qui instruit les permis. Mais au-delà de la Direction générale de l'urbanisme, il y a aussi le côté sécurité incendie et panique que regardent nos collègues sapeurs-pompiers pour des constructions particulières d'installations classées. Ils regardent. Il y a aussi le ministère de l'Environnement qui regarde aussi le dossier par rapport à l'article 38 et 39 de la loi cadre portant l'environnement, pour voir est-ce qu'il n'y a pas des polluants qui peuvent porter atteinte à l'environnement, notamment à l'air, à l'eau, au sol. Donc, ils sont aussi indispensables et doivent délivrer le certificat de conformité environnementale. Quels sont les papiers à fournir pour avoir un permis de construire? Dans la phase d'instruction, il y a 2 acteurs clés que je ne veux pas omettre, mais que j'ai omises. Oui. Il y a les architectes. Et quel architecte peut instruire ou bien monter au profit du promoteur, parce que la loi les confère cette attribution, c'est l'architecte qui introduit le dossier de demande de permis de construire. Et tout récemment aussi, on a vu les ingénieurs aussi avoir leur ordre. Et c'est salutaire par l'administration parce que quand on dit ingénieur, c'est pas tous les ingénieurs qui interviennent dans la construction. C'est pourquoi la création de l'Ordre national des ingénieurs, en acronyme ONITS, est très saluée pour permettre de voir visiblement les acteurs de la construction. Et donc, les architectes et les ingénieurs sont des acteurs très clés dans le montage des dossiers et dans l'instruction des dossiers de demande de construire. Ils font juste une déclaration de construire au niveau du maire. Et quand le maire ne trouve pas d'inconvénient, ils vont réaliser leur habitation. Mais pour des permis, pour des constructions qui sont exposées à des risques faibles, bon, les dossiers à fournir
sont aussi simplifiés. Mais ça, ces dossiers, bon, je ne sais pas si je peux vous citer toutes les pièces, mais je vous invite à aller sur la plateforme qui nous sert à instruire les permis de construire. Et son adresse, c'est www.construire-tout-collé.gouv.tg. Quand vous allez là-bas, vous allez retrouver la circulaire numéro 161, barre MVUHSP-CAB-SG. Ce circulaire donne la liste des pièces à fournir en fonction des risques de la construction qu'on veut construire. Ainsi, les bâtiments classés en catégorie A sont ceux-là qui sont exposés à des risques faibles. Et là, c'est les pièces traditionnelles, hein, des formulaires remplis, des plans de fosses sceptiques de construction, et de préciser là où se trouve le terrain et tout ça. Quand vous quittez cette catégorie pour aller à la catégorie B, où la maison ou l'immeuble est exposé à un risque moyen, à cette pièce, il faut ajouter un rapport de sécurité incendie, une copie de certificat de conformité environnementale délivré par le ministère en charge de l'environnement, et aussi un rapport sur les mesures prises pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Maintenant, si vous allez à la catégorie C, pour des installations classées et des immeubles très importants qui peuvent être exposés à des risques plus importants, nous demandons en plus des pièces de la catégorie B, une copie des études et des plans d'ingénierie. Ça, c'est important. Il faut voir la structure, il faut voir tous les éléments, et il faut aussi un rapport d'organisation des chantiers. Quels sont les avantages d'un permis de construire? Le premier avantage que nous savons nous tous, c'est qu'on sait qu'on a construit conformément à la réglementation. Le deuxième intérêt, c'est que quand vous voulez construire aussi un immeuble, il faut l'assurer. Quelle institution bancaire peut accepter, assurer un immeuble dont il ne connaît pas la qualité? Il n'y en a pas. Et si vous n'avez pas une assurance et que votre construction devait être louée à une tierce personne pour faire ses affaires, pour que vous ayez de l'argent, la tierce personne ne va pas accepter. Parce que en cas de risque, qu'est-ce qui peut lui rembourser son investissement pour que son activité continue? Donc l'autre avantage, c'est de pouvoir prendre l'assurance, et l'assurance décennale pour votre immeuble. Si vous voulez construire son permis dans une zone aéroportuaire où le niveau doit être limité, alors que vous, par rapport à votre investissement, par rapport à votre compte d'exploitation, à ce que vous voulez avoir comme bénéfice, il faut aller peut-être à R+6 ou bien à R+7. Vous entamez vos travaux et subitement l'administration sort, elle vous dit non, vous êtes dans une aéroportière et vous ne pouvez pas aller au-delà de R+2. Vous voyez, votre investissement risque de tomber dans l'eau. Est-ce que vous avez déjà engagé? Est-ce que vous voyez? Donc il y a un grand bénéfice pour avoir le permis de construire. Ça vous permet, et puis il faut le dire, hein, avoir le permis de construire, ce n'est pas facultatif, c'est une exigence de l'État, c'est un devoir pour les citoyens, et la mairie a le droit de vous délivrer votre permis si toutes les règles sont respectées. Et donc on a un énorme intérêt à avoir un permis de construire, d'ailleurs pour faire l'économie aussi sur la construction. On parle des avancées, qu'est-ce qui est fait concrètement aujourd'hui? Il y a d'abord la relecture des textes qui organisent l'instruction des permis de construire. Donc il y a le nouveau décret qui est là, qui renforce le texte, le décret de 2016. Est-ce que vous voyez, ça le renforce pour s'assurer de la qualité de la construction. En dehors de ce décret, l'État a senti la nécessité de dématérialiser la procédure d'instruction des permis de construire. Aujourd'hui, un architecte peut être à son bureau et puis poster sa demande. Quand la demande est postée sur la plateforme, on l'instruit et nous gardons le contact en cas de complément de pièces ou autre chose. À travers la plateforme, nous échangeons. Et l'adresse de la plateforme, c'est www.construire-tout-collé.gouv.tg. Et donc, l'architecte ne se dépasse plus. Les procédures sont énormément réduites. Il n'y a plus de contact entre nous. Et souvent, comme on le dit toujours, le contact peut appeler la corruption. Quand l'architecte vient voir un agent qui a sur le dessus du permis de construire, il est tenté de dire, mais écoute, tu prends cette carte, ce crédit de communication, tu m'appelles si le dossier est à un niveau. Aujourd'hui, il n'y a pas ça. Il n'y a pas contact. Et donc, l'intérêt, on gagne suffisamment du temps avec la plateforme. Avant, il faut dire qu'on pouvait prendre plus de 3 mois, voire 1 an pour avoir un permis de construire. Aujourd'hui, moins d'1 mois, vous avez votre permis de construire. Grâce à la dématérialisation des procédures d'instruction des permis de construire. Ça, c'est le premier avantage. Et puis, les architectes vous diront que avec la dématérialisation, ils n'ont plus l'impression à faire. Ils ne font plus de copies. Donc, ils gagnent énormément du temps. L'autre réforme aussi, c'est la réduction des prix de demande de permis de construire. Avant, pour avoir le permis de construire, le mètre carré vous coûtait 200 francs. Aujourd'hui, c'est 100 francs. Donc, cette réforme aussi, c'est au profit des demandeurs. L'autre réforme importante,
c'est l'obtention du plan levé. Et nos collègues du cadastre aussi ont ce qu'ils appellent le e-gov, le e-foncier. Ils ont aussi informatisé leur procédure. Et ils ont créé un guichet unique. Au lieu d'avoir 3 tampons, tu n'as pas besoin. Un seul tampon, ça suffit. Et en une semaine, ils ont traité le dossier. Et le géomètre agréé, en 3 jours, il a fini son plan, son levé. Et pour avoir cette pièce, au lieu de 1 mois dans le temps, aujourd'hui, en 10 jours, vous l'avez. Et dans le temps, au lieu de 300 000, aujourd'hui, pour un lot, c'est 86 000 francs. Donc, il y a un gain énorme. Et la dernière réforme qui est très capitale, c'est l'instauration de la commission d'inspection des travaux de construction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez votre permis avec les plans que vous avez introduits, il faut vous assurer que sur le terrain, c'est ça que vous réalisez. Et la commission d'inspection va sur le terrain pour constater que les travaux que vous réalisez sont conformes au permis que vous avez eu. Quels sont les obstacles pour l'obtention de ce papier? Le simple obstacle, c'est l'information. Quand on regarde qu'il y a encore plein de citoyens qui construisent sans le permis de construire, on se dit qu'il faut communiquer. Communiquer beaucoup. À travers la communication, je pense que tous les promoteurs, tous les citoyens se rendront compte qu'aujourd'hui, il y a un outil qui peut les aider, qui peut les accompagner. Il faut saluer cette initiative qui nous a permis quand même d'échanger avec les auditeurs sur le permis de construire. Mais pour ceux qui ont expérimenté, qui ont fait la demande des permis de construire, nous avons de bons retours. Oui, surtout les promoteurs. Voilà. Il y a aussi un bon retour du côté des architectes parce que ils avaient des difficultés à faire accepter leurs clients certaines dispositions. Vous savez, quand on veut construire, on veut aussi faire l'économie sur la construction. Or, l'architecte, quand il vous propose, c'est au regard des textes réglementaires. Au regard de l'esthétique aussi, au regard de la fonctionnalité. Quand on revient pour expliquer surtout lors des inspections certaines insuffisances, ça réconforte l'architecte dans sa position. Est-ce que vous voyez, cette vision des autorités a permis notre pays d'être très bien classé sur le plan mondial. Je suis Djamé-Jaki Bazemsoui, manager de risque, directeur adjoint des services techniques du district autonome du Grand Lomé. Votre message pour conclure? Le chantier est grand. Certes, aujourd'hui, on est à Lomé pour une bonne instruction des permis de construire. Le chantier est grand, il faut aller aussi vers la vie de l'intérieur. Et pour y aller rapidement, il faut l'adhésion populaire. Et donc j'invite la population à sentir cette nécessité, ce besoin d'être accompagné pour construire des immeubles de qualité. Il faut accompagner l'État dans cette vision pour qu'on puisse avoir des villes bien bâties, pour qu'on puisse avoir moins de plaintes de voisinage. Et enfin, pour être heureux dans nos propres maisons, pour être heureux dans nos propres immeubles. Oubliez ces tristes passés où nous avons vu des grands immeubles s'effondrer, faisant des dégâts, que ce soit matériels ou humains importants, faisant aussi des pertes aux promoteurs. Donc nous devons saisir cette occasion que nous donnent les autorités pour bâtir correctement nos villes. Merci Madame Odette. Merci d'être passée. Écho du Palais. Un homicide volontaire, comme son nom l'indique, désigne le fait de tuer une personne de manière volontaire, intentionnelle, délibérée, peu importe les moyens utilisés, que la victime soit consentante ou non. Dans la majorité des sociétés, quelle qu'en soit la raison, l'homicide est considéré comme l'un des crimes les plus graves pouvant être commis. Au Togo, les homicides volontaires liés au litige foncier sont de plus en plus récurrents. Et lorsque l'acte est intentionnel, il est généralement qualifié de meurtre et d'assassinat s'il est de plus prémédité. Ainsi, 3 jeunes frères, après avoir assassiné un géomètre, ont été condamnés à 30 ans de prison. Le récit des faits avec Hélène Assabi. Le nommé Michel, géomètre, topographe de profession, avait quitté son domicile dans la journée du 26 septembre 2009, mais n'est plus revenu. Le lendemain, très inquiet, les siens se mirent à sa recherche et ont finalement appris que, le jour de sa disparition, il avait dit vouloir se rendre à Zanguera-Clémé pour un rendez-vous très important. Les membres de la famille de Michel se sont donc rendus dans la localité où ils rencontrèrent le chef qui avait dit ne détenir aucune information au sujet du disparu.
À peine l'équipe de recherche amorçait le chemin de retour que certains riverains lui signalèrent avoir vu Michel la veille dans ce village en compagnie de Kofi, un des fils du chef. Mais ce dernier affirma n'avoir pas vu le géomètre. Cependant, des renseignements poussés permirent quelques jours après d'interpeller Kofi. Et à l'issue de plusieurs interrogations, il a fini par reconnaître que ce fut lui qui avait donné la mort au géomètre sur un chantier à Zanguera Clémé, précisant l'avoir fait avec son jeune frère Djiné ainsi que les nommés Kodjo et Komi. Il a précisé qu'il avait commis ce crime dans le but de camoufler une affaire d'accaparement de terre dont la victime était au courant. Ainsi, le 2 octobre 2009, la police judiciaire a effectué une fouille sur les lieux du crime et a effectivement découvert le corps en putréfaction du géomètre, sommairement enterré, pieds et mains liés. Les trois frères Kofi, Djiné et Sodjiné, qui avaient pris la fuite, furent interpellés et accusés d'assassinat. Devant la cour d'assises en mars dernier, ils ont été condamnés à 30 ans de prison avec une amende de 50 millions de francs CFA à payer à la famille de la victime. Un mandat d'arrêt a été lancé contre les deux autres accusés, Kodjo et Komi. Maître Yodo Ankou, avocat défenseur, pense que ses clients ne méritaient pas cette peine. Le ministère public qui avait requis 20 ans, on condamne votre client à 30 ans. C'est normal que vous soyez dans tous vos états. Nous n'avons pas dit qu'ils n'ont pas une part de responsabilité dans ce qui est arrivé. Mais quelle est leur part? Parce qu'aucun élément, aucun certificat médical du médecin qu'on dit avoir assisté à l'exhumation du corps, comment le corps s'est présenté, comment est-ce que la personne est décédée, on ne le sait pas. C'est ces éléments qui doivent permettre à la cour de décider. Ils n'ont pas ces éléments au dossier. Du sport et du football, élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, Didier Drogba a été écarté pour raison de parrainage. La FIFA se saisit du dossier et suspend le processus électoral. Fidèle Maouina. L'ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, justement, Didier Drogba ne pourra pas se présenter à l'élection du 5 septembre prochain. Henri Ochocho. Cette décision fait suite à de nombreux rebondissements. En effet, le dossier de Drogba, qui a reçu des doubles parrainages d'arbitres dissidents et du club de l'Africa Sport d'Abidjan, qui font débat, avait initialement été validé le 9 août sans que la décision ne soit notifiée aux candidats, ce qui avait poussé la FIFA à suspendre la commission et le processus électoral. La candidature de Drogba a été tout simplement écartée, mais celles de Idriss Diallo et de Sori Diabaté ont été retenues. Didier Drogba dispose donc de 5 jours pour faire appel de cette décision. Pour rappel, l'élection est prévue pour le 5 septembre prochain. Aux dernières nouvelles, la FIFA demande l'arrêt du processus électoral et ce jusqu'à nouvel ordre. La Fédération djiboutienne de football a annoncé la signature d'un contrat avec le coach français Smaili Abdeslam. Le technicien de 54 ans va encadrer les équipes nationales féminines afin de les rendre plus performantes et compétitives. Cette décision de nommer un nouveau staff technique pour les sélections reste en ligne droite avec les actions de développement de football féminin engagées par la Fédération djiboutienne de football et son président Souleymane Waberi. Avant son arrivée à Djibouti, Smaili était à la tête de la sélection féminine de Luxembourg. Athlétisme pour clore cette page des sports, l'ancien athlète le plus rapide au monde, Usain Bolt, champion olympique à 8 reprises et détenteur des records du monde du 100 mètres et 200 mètres, a été testé positif au coronavirus et s'est placé en isolement à son domicile en Jamaïque. Il a été contaminé après avoir organisé son anniversaire en pompe sans port de masque.
Revue de presse à la une des parutions cette semaine, les nouvelles dispositions prises par le gouvernement dans la lutte contre la pandémie du coronavirus, notamment le bouclage de 3 villes de l'intérieur du pays, la crise à la CCIT à l'approche des élections consulaires et la fin de la mission de la chef de la délégation de l'Union européenne au Togo, Madame Christina Martins-Barrera. Léontine Atogima. Christina Martins-Barrera fait ses adieux au Togo, remarque Togo Réveil. Togo Matin confirme, après sa rencontre avec le Premier ministre Komisselom Klassou, la diplomate européenne a également échangé avec la présidente de l'Assemblée nationale, Chantal Iyawa Tchegan. Tout comme Togo Réveil, le grand quotidien national relève que Christina Barrera, qui est allée dire ses adieux à la présidente de l'Assemblée nationale, a profité pour faire le bilan des activités que son institution a eu à mener avec le Parlement togolais. Togo Presse poursuit, la diplomate a salué l'excellence des relations entre le Togo et l'Union européenne ainsi que l'hospitalité du peuple togolais qui lui a facilité le travail. Elle a également fait cas de la lutte exemplaire que le Togo mène contre le coronavirus, rajoute le quotidien. Parlant de la lutte contre la propagation de la maladie du Covid-19, de nouvelles mesures restrictives sont prises par le gouvernement, luttant dans les parutions. Couvre-feu dans 3 grandes villes du Togo, annonce Tingo Tingo. Il s'agit de Tcharoudjo, Tchamba et Sotuboa, détail Liberté qui signale dans la foulée que Golf, Ague et Kara sont également dans le viseur. Recrudescence des cas de Covid-19 dans la région centrale, Tchaoudjo, Tchamba et Sotuboa de nouveau bouclés, note aussi le médium. Bouclage et couvre-feu de 18h30 à 5h du matin, renchéri, forum de la semaine. L'Indépendant Express trouve raisonnable le retour du couvre-feu face à l'inquiétante propagation de la maladie. Qui sera le prochain président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, s'interroge l'économiste vu la crise interne que suscite l'élection consulaire. Élection à la CCIT, top départ pour les inscriptions sur la liste électorale, annonce Économie et Développement. Germain Meba prépare des fraudes massives en rejetant toutes les propositions du patronat dans la composition de la commission d'inscription sur la liste électorale, révèle Forum de la semaine à sa une. Le point de vue du journal Renaissance diverge. Que veut réellement Wiyao Tchende? L'homme qui fait chier Germain Meba dans son froc se demande la parution. Il serait en train d'exposer les margouilles du président sortant de la CCIT, répond Forum de la semaine, qui estime que Wiyao Tchende est en train d'éclairer l'opinion sur ce qui se passe. Selon les explications du journal L'Économiste, le président de la CCIT dénonce tout simplement le comportement de certains opérateurs économiques qui ne veulent pas respecter les méthodes légales pour l'obtention des cartes consulaires, mais s'inscrivent plutôt dans une logique de faux et usage de faux, cas de l'Association togolaise des opérateurs économiques, souligne le journal. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition de ce samedi. Merci de nous avoir suivis, merci de nous être restés fidèles. Voici pour suivre la rubrique sensibilisation. Les chiffres sont toujours à la hausse depuis déjà quelques semaines. Point n'est plus besoin de le dire. Le respect des mesures barrières en tout temps et en tout lieu peut nous éviter une propagation à grande échelle de la contamination au coronavirus. Coronavirus sensibilisation, Alice Barandao. La propagation du coronavirus est croissante dans les pays malgré la guérison de certaines personnes. Ceci nous invite à la prudence dans tous les lieux publics comme à domicile. Les parents jouent un rôle central dans le bien-être de tous les membres de la famille, d'où la nécessité de faire attention à tout à la maison. Dr Tosa Kwaku de la cellule de riposte contre le Covid-19 nous interpelle. Il est recommandé quand même une distance entre les personnes, même en famille. Il ne faut pas approcher l'autre de moins de 1 mètre, d'éviter les contacts étroits et de respecter les mesures barrières. Que faire, docteur, lorsqu'on se parle entre nous en famille?
quand vous parlez, il faut vous protéger, il faut protéger l'autre. Mettez une bavette pour éviter que vos salives ne tombent sur l'autre. Et il faut que ce soit réciproque. Et quand le membre de la famille tousse par exemple éternue, dans ces conditions, il ne risque pas d'éclabousser l'autre. Et ou bien vous toussez dans le creux du coude, ça a été dit. Et le lavage des mains, parce que le virus séjourne sur les surfaces plusieurs heures. Dites-nous quelles sont les surfaces susceptibles à domicile de nicher le virus du corona. Sur les rampes d'escalier, sur les tables et autres, le risque est toujours là. Mais la mesure phare, c'est de se laver les mains systématiquement. Mettons en pratique tous ces conseils pour mieux nous protéger contre le virus du corona. Les ondes radio se propagent à 300 000 km/s. Le son met un peu plus d'une seconde pour atteindre la Lune. On entendra cette pub sur Mars dans 4 minutes et sur Jupiter dans une demi-heure. Bienvenue à nos amis extraterrestres qui nous écoutent. Tout le système solaire.